Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 7 mars 2025. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur les 40 actions du CAC 40. Et avant, on parlera un petit peu des résultats de Broadcom qu'on a vu hier et puis des chiffres macro qui sont tombés, notamment aux États-Unis, et aussi de l'impact de DeepSeek, éventuellement sur les matières premières et l'énergie. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc on a vu hier des résultats de Broadcom largement achetés, un peu moyen aujourd'hui à l'ouverture parce qu'on espérait une ouverture sur les 195, on a ouvert finalement sur les 187. Et on voit qu'on a finalement du mal à progresser. Alors la chose positive, c'est quand même qu'on a le rebond sur moyenne à 200 et puis le support ici sur les 183, 184, qui sont pour le moment tenus. Donc c'est ça que Broadcom doit faire pour valider une dynamique positive, je pense, à court terme, puis à moyen terme, c'est essayer d'accumuler ici dans l'ellipse autour de la moyenne à 200, au-dessus du support, pour ensuite casser son oblique de correction. Ce sera l'objectif aussi de l'IA, qui est toujours sous pression. On le voit, notamment sur les techs et les Batman, tout est rouge, sauf Broadcom justement, et Apple. Donc on aura peut-être une confirmation ces prochains jours. Le rebond, la réaction du marché aujourd'hui est relativement moyenne. On peut peut-être l'expliquer par les résultats des chiffres macroéconomiques qui sont tombés, notamment sur les États-Unis, qui continuent d'être moyens. Donc on a vraiment, chiffre après chiffre, la confirmation que les États-Unis sont en ralentissement au niveau de la croissance. C'est pour ça, je pense, une partie de l'explication de la faible explosion de Broadcom, c'est les marchés US qui souffrent, et on va le voir notamment avec le chômage. Évidemment, là on a la pointe sur le Covid, mais souvent on le voit sous les 4% de chômage aux États-Unis, autour de 3,5, 3,6. Et dernièrement, on a eu un petit pic au-dessus des 4. Et là, on revient encore au-dessus des 4. On est à 4,1. Donc, on voit que au niveau de la force de l'emploi américain, il commence à y avoir quand même des signes de faiblesse. Les créations d'emplois non agricoles, on revient à 151 000, donc plutôt bien par rapport aux 143 000 précédents. On espérait un peu mieux à 156 000. Le salaire moyen horaire aussi, on a la confirmation que ça commence à ralentir. On a eu plus 0,5% de salaire moyen horaire sur les dernières données, et on est à plus 0,3%. Donc on a la confirmation aussi que la force de l'emploi, et notamment les salaires qui vont aussi impacter l'inflation, commencent à baisser. Un petit point juste sur l'Europe pour le PIB, qui est revenu à plus 1,2 sur le quatrième trimestre en annuel. On était à plus 0,9 avant, on espérait plus 0,9. Alors, c'est pas des chiffres magnifiques, mais c'est des chiffres quand même qui vont plutôt dans le bon sens en Europe. Donc voilà, des chiffres moyens qui mettent un peu la pression. Et puis, je voulais revenir aussi, avant de faire le CAC, sur l'impact de DeepSeek, parce qu'on a parlé, donc là on a Broadcom, c'est pareil sur Nvidia avec la grosse baisse, le rebond et la continuation de la consolidation, parce que DeepSeek c'est quoi? C'est peut-être des investissements sur l'IA qui vont être retardés ou diminués, des data centers également, des locations ou des constructions de data centers qui vont être moindres, une consommation d'électricité aussi un peu plus faible, et éventuellement aussi des constructions de centrales nucléaires moindres, parce que finalement aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est tellement important que ça va générer une consommation électrique, alors ou électrique, ou une consommation d'énergie via différentes sources extrêmement importantes. On a des investissements colossaux et qui vont impacter énormément le nombre total d'énergie liée
utile pour faire tourner tout ça, c'est cette intelligence artificielle, ces entraînements d'IA générative, etc. Donc, la baisse qu'on a vue ici, notamment, on le voit le lundi 27 janvier, on peut la revoir aussi sur, notamment, j'avais trouvé ça intéressant sur l'uranium. Parce que l'uranium, c'est quoi? C'est les centrales nucléaires hein, qui fonctionnent avec de l'uranium. Et on voit ici le creux, 27 janvier, avec une grosse baisse. Et une dépréciation, donc peut-être une inquiétude également sur la quantité d'énergie nécessaire pour faire tourner l'IA qui va demander énormément d'énergie. Donc on voit la baisse. Pour moi, c'est toujours plutôt intéressant, hein, l'uranium, ça ne remet pas en cause. Et je pense que quand on aura plus de certitude, parce que les marchés, ils sont très... ils sont assez... ils font un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de visibilité, quand on n'est pas capable de tabler assez facilement sur ce qui va se passer, les investisseurs ont tendance à se retirer rapidement, puis à revenir quand justement on a plus de visibilité. Donc là, c'est ça, je pense que la baisse, notamment du DeepSeek, a fait quelques inquiétudes, notamment sur la capacité, hein, la quantité d'énergie requise pour faire tourner l'IA. Mais je pense que sur beaucoup de pays, on a encore beaucoup de centrales nucléaires qui sont déjà en construction et qui vont revenir. Et quand on aura plus de visibilité sur l'IA et une demande qui va repartir, bah, la plupart des matières premières hein, devraient rebondir. Et l'uranium, enfin des matières en rapport avec l'énergie, devraient rebondir. L'uranium aussi, on voit que sur l'uranium, on revient aussi sur des niveaux plutôt bas. Ici, hein, c'était le plus haut de juin 2023 avant de casser en août 2023 et le rebond du mois de septembre 2024. Donc, on valorise peut-être pas trop encore l'uranium. Ça peut être intéressant de voir si on a effectivement ce rebond sur l'uranium, éventuellement des ETF uranium qui sont assez volatiles, assez intéressants à prendre prochainement. Donc, voir la réaction qu'on pourra avoir en corrélation aussi avec les marchés sur les puces, l'intelligence artificielle et donc l'uranium, si l'un part, ou les deux, hein, et qui sont liés, avec Broadcom, avec Nvidia, ça pourrait faire repartir aussi l'uranium. Et puis juste un point sur l'argent, plutôt intéressant, l'argent qui revient encore une fois hein, sur sa résistance à 32,50, après avoir fait quelques échecs, mais elle rend pas tellement, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est cette phase ici. Tout ça, c'est la force du rendu qui est relativement faible, qui se fait au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus d'un support à 30.4 ou 30.6, là où on avait cassé dernièrement. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant et plutôt un signe de force pour l'argent qui mériterait de continuer sa progression. Donc plutôt acheteur toujours sur l'argent. Allez, on va regarder le CAC 40. Avec Accor. Alors Accor toujours en phase de conso. On verra des signaux intéressants sur les 42,40, hein, 42,45 environ. Peut-être un peu pousser un peu plus loin pour finir la conso et repartir. Donc à court terme, on voit qu'on est baissier, mais à moyen long terme, il y aura certainement des opportunités autour des 42 €. Air Liquide, toujours plutôt positif. Hein, on avait donné le signal d'achat et le retournement après une année où elle n'avait rien fait. Là aussi plutôt une action défensive, plutôt une action long terme. Alors là on est sur des plus hauts historiques, mais après avoir justement passé cette année à rien faire, on va certainement hein, bien progresser, c'est ce qu'on espérait, notamment hein, avoir ces longues périodes de hausse sur Air Liquide, donc qu'elle a commencé ici au fin janvier, donc toujours positif. Maintenant les replis, hein, si on est acheteur et qu'on vise vraiment le long terme sur une année ou plusieurs années, Air Liquide c'est toujours positif. Airbus qui va plutôt bien, alors aidé aussi par les dépenses militaires. Airbus, ils ont un peu de militaire aussi, pas mal de civils avec les avions. Il y a eu un beau dernier trimestre sur les ventes et les livraisons plutôt d'avions dernièrement, donc toujours plutôt haussier, on le voit, hein, au-dessus de cette zone à 148 en long terme. Maintenant, à court terme,
je serais pas contre un petit retour justement sur ces 153 ou 148 qu'on n'a pas retesté. Mais pour le moment, c'est difficile d'anticiper. Donc, à court terme, plutôt être observateur. Et si on revient là, ce sera quelque chose à acheter. Maintenant, on peut très bien continuer la tendance sur une valeur qui est quand même plutôt positive. ArcelorMittal, elle a été chercher sa résistance à 32,39. C'était le plus haut du mois de janvier 2022. Donc, elle a été chercher, elle l'a frôlé. Hein. Ici à 32,18. Alors que le plus haut est à 32,39, donc on commence à une petite prise de bénéfice, mais là aussi, hein, sur Arcelor, on est plutôt largement haussier. Ça devrait encore être confirmé et être amplifié avec la Chine. Si la Chine commence à revenir fort hein, au niveau de la croissance, ce qui est plutôt en train de se passer maintenant, c'est pas fort, c'est un frétillement de la Chine, mais c'est ce que le marché jouera. Là aussi, les replis devront plutôt être achetés pour le moyen long terme. À court terme, hein, forcément, quand on a eu une grosse poussée comme ça, et qu'on bute sur des résistances, attention. AXA, toujours plutôt favorable aussi. Alors, AXA, qui a pas vraiment un profil défensif, mais qui s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Là aussi, c'est plutôt pour jouer le moyen long terme. Il y a eu quelques problèmes, notamment avec les problèmes climatiques et les incendies, mais AXA, ils n'étaient pas trop impactés dessus. Moi, ce qui m'embête juste, c'est d'acheter au plus haut ici sur AXA. Donc, si on avait notamment cette zone-là hein, qui était intéressante sur AXA, on l'avait noté mi-janvier. Donc, plutôt attendre. Il y a d'autres actions intéressantes, sauf si vous voulez vraiment jouer le long terme sur AXA. Mais là aussi, on attendra peut-être des replis intéressants sur la valeur. BNP, alors les bancaires qui flambent, hein, les bancaires françaises qui étaient un peu sous-valorisées aussi par rapport à d'autres, donc des niveaux de valorisation qui étaient plutôt faibles. Moi, je la trouve toujours un peu chère actuellement, donc si on est dessus, il faut continuer, il faut profiter de la hausse, mais on voit au niveau des indicateurs, la MACD, on est vachement haut. On n'est pas loin d'entamer une conso. Alors pour l'instant, on ne l'a pas. C'est toujours dans ces derniers jours aussi qu'on a des grosses flambées, des grosses progressions. Et puis après, ça commence à baisser. Donc toujours au-dessus de la moyenne à 20. Plutôt rester. Là aussi, j'éviterai de rentrer hein, sur les bancaires maintenant parce qu'on a déjà une grosse partie de la hausse. Alors peut-être que je me trompe et qu'on va continuer encore à monter sur la plupart des bancaires. Moi, je resterai prudent et puis peut-être une partie des bénéfices à prendre si vous êtes dessus. Voilà, Bouygues qui est venu taper son plus haut ici à 36,50. Hein, c'était l'objectif court ou moyen terme qu'elle a finalement fait en court terme, hein, assez rapidement. Bouygues, on l'avait dit ici, hein, signal d'achat au mois de février, début février. On tape la résistance. Derrière, prise de bénéfice, hein, c'est logique. Le gap, là, il n'existe plus. Et donc, à court terme aussi, après l'énorme progression, hein, parce que la flambée depuis la cassure de l'oblique, on prend 25% en un mois et 21 jours. Donc, forcément, il va y avoir des prises de bénéfices. Et plutôt favorable, moi, sur ce secteur. Hein, et puis, Bouygues, ils étaient un peu décotés dernièrement. Donc, un retour peut-être sur les 33. Ça s'achètera, je pense. Sur Bouygues, hein, comme ça, une petite conso, hein, une accumulation, une congestion, et puis on repartira. Donc plutôt viser aussi le moyen terme. Là, à court terme, oui, attention. Alors peut-être aussi le taper. On les a déjà tapés les plus hauts. Hein. On a dépassé les 36,53 de peu. On est allé sur 36,96. Donc éventuellement encore un nouveau plus haut, mais à court terme, on va quand même risquer de baisser un peu. Bureau Veritas. Ils font un travail intéressant sur la moyenne à 200 avec quelques mèches basses, on le voit que c'est racheté. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qu'il va falloir voir, c'est un peu si on a une petite congestion comme ça et où on sort. Si on sort par le haut, plutôt favorable, plutôt acheteur sur Bureau Veritas qui a donné des chiffres corrects, hein, qui vient d'entrer au CAC 40 dernièrement. Si on casse vers le bas ici, attention. Capgemini.
Alors les résultats étaient quand même relativement moyens, hein, ce qui explique la baisse, et on est revenu finalement sur des niveaux, hein, des niveaux qui sont rachetés un peu tout le temps. Le problème sur Capgemini, c'est qu'avec les résultats moyens, bah, on risque d'avoir 3 mois, enfin un peu moins maintenant, 2 mois et demi. 2 mois, les résultats étaient plutôt en début de saison des résultats sur Capgemini. En attendant justement les nouveaux résultats qui pourront être achetés. Donc je pense que ça va un peu vivoter comme ça sur des niveaux relativement faibles, à savoir entre les 146 et les 160, avant éventuellement de repartir sur résultats, donc plutôt être à l'écart de Capgemini. Et puis si les résultats sont bons, hein, sur les prochains trimestriels, notamment du premier trimestre 2025, pourquoi pas, ça me semble peut-être intéressant, mais elle a déçu dernièrement, donc plutôt éviter. Carrefour, toujours moyen. Alors il y a quand même un petit rebond, hein, sur Carrefour, mais on le voit, gros gap baissier, réaction sur support, tentative de rebond. Là on est dans du rebond technique, on va voir jusqu'où elle va aller. Et on va peut-être commencer à avoir du mal avec les premières moyennes mobiles. Alors si elle continue et qu'elle comble le gap, éventuellement, on pourrait s'intéresser à Carrefour. Là, on est quand même dans une zone un peu compliquée. Et si le rebond technique ne va pas jusque-là, on risque d'avoir une période un peu de dégradation sur Carrefour. Donc plutôt aussi en observation et à l'écart sur Carrefour. Crédit Agricole, bah, comme les bancaires, hein, elles étaient décotées. Elles ont récupéré une partie de leur décote dernièrement, avec, on voit, une montée digne des meilleures technologiques. Là aussi, bah, il faut acheter plutôt sur des niveaux intéressants, quand elle faisait un gap haussier, quand elle cassait la moyenne à 200, parce que maintenant on est sur des plus hauts. Et historiquement c'est pareil, hein, historiquement voilà. Alors il y a aussi avec ou sans dividende, hein, mais même sur ces niveaux-là, sans dividende ajusté, on voit qu'on est quand même sur des rebonds de 2009, 2020, 2010, non pas 2020, 2015, 2017, on arrive un peu sur ces plus hauts là à chaque fois, donc on peut les noter ici, autour des 15,6, et là on l'a dépassé, on est à 16,5, et si on est en dividende ajusté, ben on est sur des plus hauts historiques, donc très bien, mais évitez peut-être d'acheter sur ces niveaux-là, parce que les chances de consolidation, elles sont quand même beaucoup plus fortes maintenant, et les chances de continuation, hein, de tendance très forte me semblent limitées. Danone est toujours positive sur Danone, hein, ça fait un moment qu'on l'apprécie, cette valeur. Elle profite aussi des marchés plutôt rouges pour progresser. On sait que les valeurs défensives, notamment Danone, Carrefour, Orange, hein, qu'on cite généralement comme les plus défensives, fonctionnent bien quand les marchés sont rouges. Ça attire beaucoup plus de flux, donc toujours positif. Et puis les derniers plans, hein, sur les produits à haute marge notamment étaient plutôt intéressants. Donc on est toujours favorable. On voit qu'on est dans une belle dynamique. Là aussi, on achètera les replis. Mais il y a plutôt pas grand chose à faire. C'est plutôt défensif aussi. Ça fait pas des gros pourcentages. Dassault Systèmes, alors aidé aussi avec les possibles, enfin pas les possibles, les probables, très probables hausses d'investissement dans la défense de la plupart des pays européens. Donc Dassault Systèmes, ils devraient repartir. Ils avaient déjà signalé, hein, leur renaissance un peu durant le mois de janvier de cette année. Et hop. Et on peut regarder ce qui se passe ici, notamment sur ce gros rebond, hein, qui a été fait juste après les résultats. Et cet oblique qu'il faudra casser. Et là, on le voit, le gros support intéressant autour des 36, 37 euros. Ça peut être ça. Ça peut être ça qu'on peut jouer sur Dassault Systèmes. Donc la fin de la conso court terme. Et puis sur des annonces d'investissement, ça risque de péter un peu fort, hein, comme ce qu'on a vu avec Thales ou Rheinmetall. Donc même maintenant, ça me semble pas impossible, hein, de rentrer. Mais sinon, on pourra attendre un petit peu, ou l'annonce qui fera que Dassault Systèmes repartira. Donc plutôt positif. Edenred, moi j'aime bien. Alors il y a un peu de dette quand même sur Edenred, c'est un peu le seul point noir. Les problèmes aussi de plafonnement, hein, en France et en Italie, et la législation où c'est pas encore
toujours très très net, ça pèse sur le titre, mais moi depuis le début de l'année en gros, même un peu avant, je suis positif sur Edenred. On a trop décoté, ça redevient intéressant et on le voit, hein, une belle réaction. Alors on a été tapé hier la moyenne à 200. Aujourd'hui, forcément, échec, hein, comme souvent. La première fois qu'on revient taper la moyenne à 200, c'est un échec, mais c'est les premières étapes à mettre pour, à terme, faire un retournement. On voit aussi les volumes qui sont super importants, hein, dernièrement qui sont plus importants que d'habitude sur Edenred. Donc, toujours positif. Ça va mettre du temps, ça va travailler, mais pour moi, c'est acheté. On en parlait déjà quand elle était ici, hein, autour des 31. Elle est à 34. Alors, elle va peut-être baisser à court terme là, parce qu'on vient de taper la moyenne à 200, mais ça me semble plutôt intéressant. NJ, super NJ, hein, qui a donné des chiffres plutôt très bons sur les résultats. Elle est revenue aussi tester une ancienne résistance assez lointaine ici. Alors il y a beaucoup de dividendes aussi sur NJ, donc dans une optique long terme, ça peut être un investissement intéressant si on n'y touche pas trop. Le gap haussier qui va peut-être être comblé, mais le signal, on en avait déjà un autre, hein, sur cassure de support résistance ici sur les 16,2, 16,3. Le signal est fort, le signal est bon, la dynamique est bonne, donc sur NJ, là aussi, positif moyen long terme. À court terme, comme d'habitude, hein, on aura peut-être des petits retours, parce qu'on est haut. On est haut au niveau MACD, on est haut au niveau RSI, on est haut sur les cours, on est haut partout. Mais si on a une petite baisse, une accumulation, peut-être sur ces niveaux-là, hein, les 16, ça méritera d'être acheté. Et si l'or, qui commence enfin sa conso, hein, on surveillait ça, les 287 sur Essilor, ils ont été cassés. Et forcément, quand on casse des niveaux comme ça intéressants, on confirme la baisse court terme. Donc ça nous confirme, hein, l'oblique. Donc c'est ça qu'on jouait, hein, sur Essilor, qui est une très belle valeur, hein, qui est un des leaders mondiaux sur les lunettes et les verres. Elle a aussi la capacité et l'avantage de maîtriser à peu près toute la chaîne de valeur, hein, avec ses usines. Donc elle n'est pas trop dépendante d'autres clients. C'est une valeur qu'on aime bien. Maintenant, court terme, on le voit, la conso est en cours. On le voit sur la MACD avec la consolidation, on le voit sur le cours. Donc il faut l'attendre peut-être ici sur les 239 ou un peu avant ou un peu après. Ça va certainement prendre plusieurs semaines parce que le cours est quand même monté assez haut, assez vite, et que là on voit la force, hein, de la conso. Donc viser peut-être, hein, fin mars, début avril, et voir si on a un début de réaction. Et quand on a ce début de réaction pour re-rentrer. Mais pour l'instant, oui, c'est beaucoup trop haut. Eurofin, alors moi j'aime pas Eurofin, ils sont peut-être quand même en train de revenir. Il y a toujours ce gap baissier, hein, qui n'a pas été comblé sur les 53,76 €. Donc, alors oui, la remontée, elle est là, elle existe, elle est belle. Mais je suis pas fan, moi, d'Eurofin. Les résultats m'ont pas emballé non plus. Alors il y a peut-être un moment où ça va s'arrêter, mais pour l'instant, le graphe me fait peur, le graphe est baissier. Moi j'éviterais Eurofin, mais le jour où elle repasse au-dessus des 54 €, peut-être qu'on se posera la question. Hermès, alors le luxe qui a baissé, hein, dernièrement un peu partout, on va le voir avec les autres. Il y avait deux options. Il y avait la première ici où on avait finalement une consolidation assez faible et un redémarrage. On l'a pas eu. On va avoir une consolidation un peu plus marquée. Donc, exit cette option numéro 1. On va passer à l'option un peu plus moyen terme. Celle-là, elle est pentue, hein. On vise plutôt des consos comme ça. On va la mettre quand même, mais je suis pas sûr qu'elle soit très pertinente. Peut-être la zone de gap ici à combler sur les 2004 environ, ou alors la zone très travaillée des 2226, hein, c'est cette zone-là qui était clé sur Hermès. On le voit, hein, résistance, 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 hop, gap, résistance, résistance, boum, on le casse et on lance la séquence. Donc les 2226, ce serait intéressant d'y revenir. Alors si on y revient et qu'on casse pas l'oblique, on va perdre quand même beaucoup très vite. En termes de dynamique, ce serait pas terrible. C'est pour ça que j'aimerais bien
quelque chose comme ça sur Hermès, qu'éventuellement un petit rebond ces prochains jours, mais ça, et un rachat par là. Kering, grosse baisse aussi. Kering, on l'a dit, hein, c'est une des plus faibles. Hein, parmi les trois, c'est évidemment la plus faible. Et moi, j'aime pas jouer les plus faibles des secteurs. Donc, Kering, c'est toujours plutôt non. Maintenant, le jour où je crois que c'est Gucci hein, qui revient. Et si on a des bons chiffres sur Gucci, pourquoi pas. On le verra aussi sur les graphes, évidemment. On allait donner un petit signal d'achat, mais ça n'a pas été validé. On revient déjà ici avec cette séquence qui est assez moyenne. Notamment ici, où je reteste de la moyenne à 200. Et aujourd'hui, échec. Et on revient même sous l'oblique de correction. L'oblique qui date de ici, mars 2023. Alors c'est pas catastrophique, hein. Là aussi on voit quand même une progression dans un canal haussier plutôt favorable sur Kering. Mais là aussi la force est pas terrible. Donc plutôt privilégier les plus forts. Maintenant éventuellement hein, une petite réaction ici, retest de moyenne à 200, oui ça peut monter. Le grand un peu soumis comme Schneider aux annonces sur les data centers et les investissements des grands groupes d'IA pour notamment hein, la location ou la construction de data centers, parce qu'eux, ils sont comme Schneider, ils vont gérer les ressources en électricité, en énergie pour les faire baisser, et ça leur fait un chiffre d'affaires de plus en plus important. Je crois que c'est 15 ou 20%, donc c'est pas anodin, et c'est un chiffre d'affaires, une partie, un secteur qui est en progression dernièrement, à la fois chez Legrand et chez Schneider. Donc ça explique la baisse, mais là aussi on voit que la baisse finalement, alors par rapport à Schneider qui était un peu plus forte, la baisse est relativement limitée sur Legrand. Que je nettoie de temps en temps. On a ce gap haussier. C'était sur résultat qui n'a pas été comblé. Alors on ira peut-être le combler, mais on voit quand même une belle dynamique au-dessus de la zone des 100 en gros, hein, 98-100 de la moyenne à 200, donc toujours plutôt favorable sur le grand, mais ça risque aussi de durer un peu tant qu'on n'a pas de bonnes nouvelles sur l'IA. Et même sans bonnes nouvelles sur l'IA, le grand c'est pas que ça, hein, il reste 70% du chiffre d'affaires sur son autre cœur de métier qui pourrait aussi être porté par la construction hein, si la construction revient. Alors les chiffres qu'on a en Europe étaient pas terribles, hein, les derniers PMI construction, surtout en France. Mais même avec des chiffres comme ça, on le voit que ça résiste. Donc si la construction revient bien, bah, le grand, il devrait continuer leur progression plutôt haussière. Mais là, oui, à court terme, on manque un peu de catalyseur. L'Oréal, moi je suis rentré sur l'Oréal récemment. Hein. J'aime bien cette valeur qui est un peu décotée, même peut-être trop décotée par rapport à ses derniers plus hauts, parce qu'elle avait perdu près de 30%, donc un tiers de la valeur. Il y a le point bas qui a été atteint on l'a vu sur le luxe. L'Oréal qui est un peu dans le luxe aussi. Ce canal haussier qu'elle est en train de faire. Cette séquence, hein, j'en avais parlé notamment, qui était pour moi très importante. Là, on perd un peu, mais on voit qu'on fait une mèche basse hein, durant la séance, donc c'est aussi racheté. Donc plutôt toujours favorable hein, sur L'Oréal. Ça va mettre du temps aussi, ce ne sera pas une remontée en V, mais on est bien parti quand même pour retrouver L'Oréal sur des niveaux intéressants en 2025. LVMH, le luxe donc qui chute, qui baisse, et on le voit, LVMH aussi un peu moins forte hein, que Hermès notamment. Et elle est revenue ici sur son ancienne zone de gap qu'elle a comblée hier. Elle casse la moyenne à 200, pas terrible. Mais on était monté quand même super haut, super vite. Hein. On le voit au niveau de la MACD. Et on est à peine sur la ligne des zéros, donc rien de catastrophique. La tendance, elle va se normaliser. On a eu plusieurs gros booms. On va revenir à la moyenne, congestionner un peu, et puis c'est après que ce sera intéressant, peut-être pour rentrer. Donc oui, là on a ça hein, qui est à surveiller. Éventuellement, hop, sur LVM, un peu pentu aussi, mais on verra éventuellement hein, un petit travail ici autour des 636.
et un retour. Alors si on a un retour, il sera aussi rapide. C'est pour ça que je serais pas surpris d'avoir un petit rebond technique qui soit négatif. En plus, on vient de casser la moyenne à 200, donc revenir dessus, ça nous mettrait peut-être une oblique comme ça, un peu plus long terme. Là aussi, les annonces de la Chine, s'il y en a, ça pourrait refaire partir le luxe rapidement. Donc on est en mode observation. Et le jour où on a des signaux plutôt forts, plutôt intéressants, que ce soit de la Chine ou autre, on les verra sur les graphes et ce sera peut-être le signal pour rentrer. Pour l'instant, on les a pas, on surveille. Michelin, Michelin qui, ça y est, ils ont réussi aujourd'hui à mettre un chandelier entier au-dessus de la moyenne à 200. C'est ce qu'on espérait hein, depuis le rebond ici sur les 30, mais tant qu'on était sous les 30, on avait quand même un peu d'incertitude. Et là, on commence au-dessus, on clôture au-dessus et on fait toute la journée au-dessus. Alors, à confirmer la semaine prochaine, mais c'est une étape qu'elle n'avait pas réussi à valider dernièrement. Le gap là, il n'existe plus hein, depuis un moment. Donc, sur Michelin, qui est aussi impacté par les petits problèmes du secteur auto, hein, qui est électrique, les constructeurs qui n'ont pas su énormément s'adapter au passage à l'électrique. Et surtout les ventes et les volumes, Michelin, ils pâtissent un peu de ce manque de dynamisme sur le secteur auto. Donc forcément, ça va aussi les limiter. C'est pour ça que moi sur Michelin, alors oui, techniquement oui, peut-être, mais il faudra que le secteur auto prenne le relais pour continuer de favoriser Michelin. Donc on va être plutôt neutre sur Michelin. Orange qui continue, hein, on l'a dit, la cassure ici notamment des 10.6 était intéressante et puis des 11 aussi, et depuis hein, on le voit, on est toujours à haussier, il y a un trend qui se fait au-dessus de la moyenne à 20, donc toujours rien à faire si on est dessus, et on attendra éventuellement un début de repli pour vendre, mais là techniquement ça reste haussier. Alors je sais pas combien de temps ça peut durer sur Orange, les fondamentaux sont pas super, mais oui techniquement hein, on est haussier. Il n'y a pas encore de signal de vente, même si on est encore à 80 niveau RSI et on est au-dessus de 70 depuis très longtemps. Il n'y a rien à faire à part rester, et puis le jour où on commence à avoir une petite baisse et puis à taquiner la moyenne à 20, il faudra se poser la question pour prendre ses bénéfices. Pernod Ricard, c'est toujours un peu tôt, hein, ça reprend pas ni aux États-Unis ni en Chine, malgré la valorisation quand même super faible, mais avec les taxes aussi, les taxes douanières de Trump, hein, c'était une des possibilités que les États-Unis qui vont bien, notamment par rapport au reste du monde, ça c'était il y a quelques semaines, puissent un peu aider Pernod en refaisant des stocks et en consommant un peu plus. Bah, pour l'instant, avec les données qu'on a sur l'économie américaine qui est en ralentissement de croissance et les taxes, notamment sur les alcools, bah, ça donne pas trop envie d'investir sur Pernod Ricard. Alors, à moins qu'on ait eu des taxes douanières. Alors, il y a eu un report hein, dernièrement des taxes de Trump, notamment, je crois, sur le Canada et le Mexique. Mais tant qu'on n'a pas plus de visibilité là-dessus, un vrai redémarrage aux États-Unis, moins de taxes aux États-Unis et éventuellement un redémarrage en Chine, on voit pas trop pourquoi investir sur Pernod, à part le fait que c'est quand même super pas cher. Mais bon, ça peut toujours être encore moins cher, hein. On se le disait déjà sur les 150, les 140, les 130, on est sur les 100. Donc attendre des signaux de reprise qu'on n'a pas encore sur Pernod Ricard. Publicis. Publicis, c'est surprenant parce que c'est plutôt une valeur intéressante. Et là, ils ont fait un rebond plutôt bien sur des niveaux clés. Alors, les 90, on le voit, on les avait cassés autour de la moyenne à 200. Il y avait même un gap baissier assez fort hein, autour de l'été 2024, au mois d'août. Et on a été reparti assez fort. Bon, là, on voit la moyenne à 200 qui commence à s'aplatir et aller vers le bas. C'est peut-être un peu tôt pour s'inquiéter. Je trouve que c'est une belle valeur quand même, Publicis. Elle a tapé des nouveaux plus hauts historiques. Et là, on l'a pas forcément très cher. Je surveillerai surtout les 90 si on veut rentrer.
Les 90 en support, donc un stop un peu en dessous des 90. Et on joue à minima le rebond technique pour revenir sur moyenne à 200, certainement faire un échec, revenir ici, congestionner et repartir. Ça, c'est le scénario positif. Le scénario négatif, c'est quoi? Le rebond technique qui est assez faible et derrière, on n'y arrive pas. On revient ici et on casse. Auquel cas, vous auriez perdu quand même 3-4% à voir. Mais ça me semble pas très cher, hein, Publicis ici. On a une grosse baisse et on a quand même un début de rebond sur support. On est sorti des 30 niveau RSI, hein, on est à 37, on a passé quelques jours en dessous. Donc c'est plutôt un rebond acheté, quelque chose à jouer. Maintenant, il faut faire attention parce que la tendance, elle est quand même négative court terme. On a le gap baissier. On a la cassure de moyenne à 200, donc forcément, hein, quand on fait ça, on sait qu'on va aller au moins jusqu'ici sur les 95, voire pire. On a fait pire, mais là, on rebondit. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer sur Publicis Renault. Alors oui, il y a les problèmes aussi avec Nissan, hein, sur Renault. La vente, hein, des parts de Nissan qui s'est pas faite. Nissan et Honda qui devaient fusionner, ça s'est pas fait. On l'avait dit, hein, sur les constructeurs auto, on brille rarement très longtemps. Et puis il y a cette zone, hein, dans le carré bleu qui est un peu difficile à passer pour Renault. Et pour la passer, il faudrait justement des catalyseurs importants, des nouvelles qui fassent que ça change la donne. Pour l'instant, on les a pas. Donc comme d'habitude, on revient dans cette zone bleue. On va vers le bas, on revient vers cette zone bleue, on va vers le bas, on n'arrive pas. Peut-être que ça arrivera sur des résultats énormes, des ventes de véhicules électriques superbes. Mais là, on l'a pas, donc on a joué, hein, Renault, pour aller justement dans cette zone-là, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, plutôt observateur. Alors, Renault, ils s'en sortent mieux que les autres, moins que les Chinois, mais mieux que la plupart des autres. Neutre sur Renault en attendant autre chose à court terme. Hein. On ira même peut-être combler le gap et travailler cette zone-là entre les 44,8 et les 48 euros environ. Safran. Alors bien aidé aussi par les dépenses militaires, hein, Safran qui progresse bien. Il y a le petit gap là des 250 qui va peut-être être comblé. Et on est un peu haut aussi. C'est pour ça que alors il y a les investissements, il y a la tendance aussi forte sur Safran qui peut être intéressant à suivre, mais là on arrive quand même un peu en retard, hein, ça fait des semaines qu'on en parle, donc pour ça que j'investirai pas aujourd'hui sur Safran, même si ça me semble une belle valeur. Et j'attendrai le moment de la conso, le moment de la baisse, voir quels niveaux sont rachetés pour éventuellement rentrer. Les 228, les 240, on ne sait pas, mais là, alors oui, on progresse bien. C'est pour ça que c'est compliqué ces valeurs-là, parce qu'il y a vraiment un momentum assez fort avec beaucoup d'annonces. Et finalement, on ne serait pas surpris qu'elle continue de progresser. Maintenant, rentrer comme ça sur des plus hauts, si on veut rentrer aujourd'hui, on rentre pour du long terme sur Safran, parce qu'à court terme, on valorise un peu haut. Saint-Gobain, toujours favorable, hein, sur Saint-Gobain, on a cassé les 91. Et je crois que le PER de Saint-Gobain est pas énorme par rapport à son secteur. J'avais lu ça. Alors là, elle est pas un peu bien en torche là, avec des grosses journées. C'est une des... On avait parlé aussi de la petite Serge Ferrari sur la construction, hein, qui repartait, alors qu'il n'y a pas du tout le même graphe, mais qui donne des signes de changement de tendance, hein, qui avait une tendance négative qui redevient un peu positive maintenant. Saint-Gobain, elle continue de performer. C'est les bons élèves, c'est plutôt eux qu'on va acheter. On a le support ici à 91. Là aussi, si on veut acheter Saint-Gobain, on est un peu à contre-temps aujourd'hui, mais plutôt gardé. Et puis même les consos, hein, a priori, devraient être positives et plutôt s'acheter. Donc pas grand-chose à faire sur la valeur si vous êtes dessus. Si vous voulez rentrer, alors rentrer après 2-3 chandeliers comme ça, c'est compliqué, hein, mais on est plutôt favorable peut-être pour le jour où on consolide bien. Sanofi,
On l'avait dit ici, hein, sur Sanofi, c'était plutôt à surveiller et à acheter si elle cassait les 96-98, bah, c'est ce qu'elle a fait. Derrière, on va chercher la résistance. Première tentative, premier échec. Deuxième tentative, on casse avec un petit gap. Bon, je ne l'ai pas noté, mais il est là. On est sur des... Oh là. On est sur des nouveaux plus hauts. Est-ce que ce sont historiques sur Sanofi? Oui, largement. Donc plutôt bien, hein, notamment les efforts faits en recherche et développement qui avaient été un peu abandonnés avant, ce qui avait expliqué le creux ici de 2023, donc ça revient bien. Maintenant, bah, on va un peu comme... Il y a beaucoup de valeurs finalement qui ont un peu la même tendance, hein, sur des plus hauts historiques, qui ont de la visibilité. Donc pour rentrer maintenant, bah, c'est un peu à contre-temps, mais le jour où elles reviennent, ça se rachètera, notamment les 106, qui était le plus haut de septembre 2024. Bah, on ne l'a pas encore retesté, donc potentiellement, ce qu'on peut espérer, hein, sur Sanofi, c'est ça, un début de conso, un retour ici, et un rebond. Et là, on voit, on sera éventuellement au mois de juillet. Alors c'est une idée, c'est ce que font souvent, pas tout le temps, mais ce genre de graphe et d'action, mais plutôt favorable quand même sur Sanofi, mais j'éviterais d'acheter maintenant aussi. À Schneider qui a du mal. Là aussi, on a peut-être rebondi sur les 215, mais bon, le rebond, il est pas flagrant. Le problème d'IPSIC et inquiétude sur l'intelligence artificielle, ça a fait un peu de mal à Schneider. Pour moi, je suis toujours plutôt favorable. Là aussi, comme le grand, hein, c'est pas leur cœur de métier, même si c'est un peu le chiffre d'affaires en progression qui a la marge de progression la plus importante. Donc, c'est un relais de croissance important pour Schneider, hein, la gestion des data centers. Maintenant, Schneider, pour moi, c'est plus que sévère et c'est un peu immérité cette baisse. Donc, c'est plutôt des choses à acheter. Voilà. On va surveiller quand même parce que le cours sur Schneider, on a perdu jusqu'à 19%. Là, on est à moins 17%. Il faut tenir les 215, on le voit, hein, les 215. Alors il y a eu même des gros excès, hein, en dessous des 215, donc qui n'ont pas duré longtemps, qui ont été rachetés. Mais ce serait bien au moins de garder ces niveaux-là. Sinon, il y aurait peut-être des problèmes sous-jacents à Schneider dont on n'a pas forcément conscience, mais ça reste une valeur quand même assez forte, assez solide. Donc là, on a fait une grosse conso, on a fait une baisse un peu avec la volatilité IA. C'est, je pense, un peu tôt pour paniquer. Société Générale, bah, comme les bancaires, hein, c'est la fête. On casse tous les anciens niveaux, et notamment celui-ci du mois de septembre 2008. Et là aussi, c'est pour ça que qu'il faut commencer à se dire jusqu'où on va aller sur les bancaires et Société Générale, parce qu'on commence à avoir des niveaux qui datent de plusieurs années, et généralement bah, c'est un peu compliqué à passer, et là elle les a passés super facilement. Alors là aussi, c'est une valeur éventuellement avec un rendement dividende à surveiller, éventuellement une marge sur les 50-55. Et moi, je préfère dividende ajusté. Donc, on reste haussier techniquement, il n'y a rien à faire. Hein, on est au-dessus de la moyenne à 20, on est toujours haussier, on est au-dessus des Bollinger. Donc, mais on voit la croissance, notamment de la MACD. On n'est pas loin de l'inversion de tendance. On a arrêté de monter. Donc, on va peut-être entamer un cycle de consolidation, peut-être à plat, peut-être un peu plus bas. C'est pour ça que moi, si j'étais dessus, hein, je monterais les stops et je surveillerais pas mal de bancaires qui ont bien profité. Et même si techniquement ça reste haussier, on se rapproche quand même du moment où on aura peut-être une consolidation. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est à surveiller. Stellantis, toujours pas. Problème de tout, hein, chez Stellantis, problème d'airbag, problème de moteur, problème de construction au Mexique, problème de taxes, problème d'électrique. Quel problème ils ont pas, Stellantis?
Je ne sais pas. Donc non. STM, c'est souvent aussi un des plus faibles dans le secteur un peu et l'économie des semi-conducteurs. Alors STM, ils sont aussi un peu plus liés au secteur auto parce qu'ils ont beaucoup de clients dans le secteur auto. Donc quand on voit le secteur auto moyen, malgré le rebond de quelques-unes, et STM on a un peu profité, mais on le voit que le rebond n'était pas si fort que ça. Pourtant c'est une grosse valeur parce qu'elle est au CAC 40, mais non. Donc là aussi, si on veut jouer STM, on attendra peut-être un rebond assez fort et généralisé du secteur auto, parce que ça devrait aider notamment les ventes de STM dans ce secteur-là. Pour l'instant, c'est plutôt à éviter. Téléperformance, moi j'aime bien, je dis souvent, Téléperformance, les résultats qui avaient été vendus injustement selon moi, qui ont été rachetés, donc visiblement le marché avait fait la même analyse que moi. Derrière, on va mettre... On va pas combler le gap encore. Il y a le gap ici des 109,80. Aujourd'hui, on rend une partie, on fait une petite mèche basse, mais on comble le gap qui avait été créé entre mercredi et jeudi. Moi, j'ai une petite ligne dessus et je vais peut-être renforcer à la hausse ou à la baisse selon le cours ces prochains jours. Mais c'est une valeur que j'aime bien. C'est une valeur qui a des fondamentaux solides. C'est une valeur qui fait de l'argent, qui a pas trop de dettes, qui a été énormément défoncé ces dernières années, qui retrouve un niveau de valorisation quand même super faible, et qui s'est mis finalement dans l'IA, alors peut-être un peu en retard, ce qui explique la baisse, mais dernièrement, elle noue pas mal de partenariats avec l'intelligence artificielle, justement pour optimiser son expérience client et réduire ses coûts, et je pense que ça va fonctionner. Donc sur Téléperformance, on l'achète pas cher, on l'a dit, autour des 100 euros, même on était en dessous, c'est pas cher, et alors les 150, certainement pas court terme, mais moyen long terme, ça me semble pas quelque chose de dingue à anticiper sur Téléperformance. Donc ça mettra encore quelques trimestres peut-être, mais ouais, 2025, 150, moi c'est éventuellement quelque chose que je trouve possible. Thales, donc on en a parlé souvent, Thales, investissement dans la défense, Thales qui était un peu sous-valorisé, ça n'arrête pas d'acheter. Alors à court terme, on aura aussi des retours, même si on va investir massivement. C'est là peut-être qui nous intéressera pour rentrer, si on a des consos. Et puis là, on commence à mettre des chandeliers rouges. Donc la force va commencer à s'amenuiser. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dernièrement, qui vont prendre leurs bénéfices court terme, ce qui va mettre une pression sur le titre, et qui va mécaniquement revenir à la moyenne quand on monte ou quand on baisse. Il y a toujours un peu comme un élastique, on revient un peu plus bas ou un peu plus haut. Et donc c'est ça, je pense qu'il faudra acheter sur Thales, parce que sur le moyen long terme, il y a de très grandes chances, on va pas dire des certitudes, parce qu'en bourse, il faut jamais dire ça, mais il y a de très grandes chances que Thales il performe ces prochaines années. Donc, mais là aussi, vu la tendance et le momentum, est-ce qu'on va avoir cette conso, ce retour sur des niveaux plus favorables à acheter ou pas? Ou est-ce qu'on va continuer à travailler là et puis remonter et puis qu'on aura une conso finalement vers les 270? C'est ça qu'il faut jouer sur Thales. Si on est long terme, je pense qu'on peut acheter en plusieurs fois, même dès maintenant. Si on est court terme, on n'achète pas maintenant. On est beaucoup trop haut au niveau MACD, niveau RSI. On va attendre la petite baisse, la petite conso, quitte à pas rentrer sur Thales, mais au moins on minimise les risques. Et puis quand il y a un peu moins de volatilité, avec toujours un contexte qui sera favorable, parce que les investissements ils ont été votés un peu partout, on reviendra sur Thales et on achètera. Total, toujours négatif, retour sur moyenne à 200, échec. Alors le pétrole aujourd'hui qui fait un petit rebond, mais c'est sur les 70, sur le Brent, donc c'était les niveaux à défendre. On verra la semaine prochaine ce que ça va faire. Mais sur Total, échec moyenne à 200 et puis gap baissier qu'on n'a pas comblé. Donc non, pour l'instant à court terme, il faut observer. On aura peut-être des signaux de rachat. Alors, d'autant que si on reste au-dessus des 55, c'est pas catastrophique. Mais entre les deux, c'est de l'indécision un peu du marché. Donc plutôt attendre. Unibail. Décevant Unibail ce qu'elle a fait, parce qu'on espérait c'est cette figure de tasse à vacances.
sur Unibail. Et là, on repart très fort depuis 2-3 jours. Alors j'ai pas vu de news qui pouvait expliquer ça. Unibail, je la suis pas beaucoup, mais si vous avez des infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ouais, moyen. Alors là, on revient sur le haut du W, sur la moyenne à 200. Ça, on peut l'enlever. Voir si on a une réaction, parce que le graphe, il est toujours plutôt haussier, hein, le cours aussi, sur l'immobilier commercial d'Unibail. Donc, on a des chances, hein, de revenir sur les 82 et de les casser. Mais là, oui, c'est cette brusque chute en 2 jours. Il faudrait savoir un peu ce qu'il en est. Donc, ce qu'on peut espérer sur Unibail, bah, c'est que ce soit finalement pas trop grave et qu'on retravaille comme ça. Et là, on irait retravailler la résistance est cassée. Veolia, positif, hein, on le dit depuis qu'elle est revenue ici sur les 26. Racheter. Et là, la belle zone de travail autour des 26, la cassure court terme. On était positif, hein, à partir du 17 janvier. Elle a en plus pas mal de contrats, hein, notamment au Moyen-Orient. Hop, retour sur moyenne à 200. Et puis là, on voit la force, hein, parce que retour sur moyenne à 200, 7 fois ou 8 fois sur 10, c'est échec. Et puis là, boum, on casse tout. On casse l'ancienne résistance. Et on fait enfin une belle réaction sur Veolia, qui est souvent un peu boudée, hein, par la bourse, alors qu'elle a quand même plutôt des bonnes perspectives. Donc peut-être le rattrapage espéré depuis un moment sur Veolia. On ira certainement taper la résistance et puis voir, hein, si on a une première prise de bénéfice sur les résistances, ce qui serait pas surprenant. Ou alors remonter, mais pourquoi pas. Mais oui, toujours positif moyen long terme sur Veolia. Éventuellement, hein, s'il y a des prises de bénéfices et qu'on revient là, notamment sur les 29,50, ça s'achètera. Donc favorable à moyen terme sur Veolia. Et puis à court terme, on est toujours dans une tendance très forte avec pas mal de volume, on le voit. Donc il y a de belles chances, hein, quand même d'aller taper les 31,5. Alors il n'y a que 2% et demi, mais peut-être de les dépasser un peu. Donc toujours positif. Et puis Vinci, c'est pareil, hein, ils ont fait leur belle montée. On est toujours haussier, hein, techniquement. Mais on commence à piocher. On a enfin dépassé les 115. On avait l'objectif des 120 sur Vinci. On avait parlé souvent, hein, des 120. Est-ce qu'ils ont été touchés? Ah, 119. Et pas loin. Là aussi, à court terme, je pense qu'il faut prendre une partie peut-être, hein, de ces bénéfices sur Vinci. Sinon, moyen long terme, toujours plutôt favorable, mais alors c'est pas forcément le secteur qui va être aussi très très important en termes de croissance, surtout si on l'achète maintenant à 120. C'est pour ça qu'on rentrera plutôt sur repli, sur comblage de gap autour des 110. Mais on est toujours favorable, hein, on le disait ici, on en parlait souvent quand elle était autour des 98, qu'elle irait vers les 120, bah, c'est fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'à court terme, je pense qu'il faut valider les plus-values et puis y revenir peut-être un peu plus tard. Et on va faire rapidement quelques valeurs abonnées. Airbus, on l'a déjà faite. Atos, alors Atos, il y a un regroupement d'actions 1 pour 10 000, c'est-à-dire que pour 10 000 actions détenues, on va en détenir une nouvelle, donc il va y avoir un changement de cotation forcément, donc soyez pas surpris, hein, si l'action qui coûte actuellement 0,0046 centimes, donc ça fait même pas 1 centime, ça fait la moitié d'un centime, elle vaudra normalement à la fin du mois de mars... alors 10 000, ça fait 10, 100 000, 10 000, autour de... Alors, si elle reste ici, autour de 46 euros. Alors, elle va peut-être bouger, hein, vers les 30 euros ou vers les 60 ou 70 euros, mais il y aura une multiplication par 10 000, un regroupement d'actions. Quand on regroupe des actions, c'est généralement que le cours est à la casse, hein, comme là. On a la vente à découvert sur Atos, avec environ 4% de vente à découvert en continu. Ce qui n'est pas énorme.
Le problème sur Atos, c'est que on a changé de la dette en capital. Donc c'était une valeur extrêmement endettée. Et on a changé cette dette en capital. Donc les créanciers qui ont récupéré des titres d'Atos, mais c'est une valeur qui fait pas d'argent, elle n'a pas de PER parce qu'elle n'a pas de bénéfices. Il y a éventuellement l'État qui est intéressé notamment pour reprendre des filiales sur le nucléaire et les supercalculateurs, mais c'est un peu dangereux quand même sur ces valeurs-là qui sont au tapis. Alors oui, en trading, si vous le prenez au bon moment, si vous suivez les infos, vous pouvez avoir des grosses progressions, mais en termes d'investissement, c'est trop tôt pour savoir si on va avoir une recovery, un peu comme sur Emeis ou sur Clariane. C'est un peu le même genre de choses, et on voit que sur Emeis et Clariane, ça commence à revenir, mais c'est risqué ces paris-là, parce qu'on peut très bien aller au tapis et mettre la clé sous la porte. Donc sur Atos, moi je suis pas fan actuellement. C'est risqué, c'est un pari qui peut rapporter pas mal, mais qui peut coûter cher aussi. Imerys, toujours favorable sur Imerys, moi je suis dessus. J'en ai parlé souvent avec notamment le procès du talc aux États-Unis qui a été réglé, le retour des volumes sur des niveaux bas, notamment ici, fin décembre et début janvier. Le retour aussi à l'industrie sur les matériaux et la chimie, donc les minières comme ça, Imerys, devrait en profiter. Et puis on a eu récemment un petit gap et puis une grosse progression. Là on perd moins 4, mais on avait gagné plus 10,8 hier. Donc toujours haussier. Puis on est enfin en train de travailler cette zone-là. On en avait parlé, la zone entre les 33 et les 37. Et vu les derniers volumes, vu les bonnes nouvelles quand même qui sont sur Imerys, je pense qu'on devrait aller se rapprocher des 37 € sur Imerys, ce qui serait pour moi un objectif court terme intéressant pour prendre ses bénéfices. Ipsos, une oblique court moyen terme à casser. On est en dessous, donc on évite. On a le gap baissier qui a toujours pas été comblé, donc c'est moyen. On va attendre de casser et de travailler. Sur Ipsos, là c'est beaucoup trop tôt. Nexans, moi j'étais sur Nexans par là. J'avais vendu quelques jours ou quelques semaines après en légère moins-value parce que le marché n'en voulait pas, et on voit que le marché a toujours du mal. Alors récemment on a eu peut-être un début de réaction, mais finalement le gap il est comblé le jour même, et derrière on recontinue de baisser et on perd tout. On revient sur des niveaux autour des 96, mais ça reste baissier, et il n'y a pas de grosse dynamique pour le moment. Donc plutôt attendre sur Nexans, ça me semble pas encore favorable. Ça peut encore jouer comme ça pendant un moment et éventuellement aller plus bas. Voilà. Et Walix. Alors sur Walix, oui, on a cassé cette zone-là, les 11,88. Donc moi je suis plutôt favorable. Là, elle est en train de congestionner, donc ça c'est intéressant. On a une perte de volatilité, quelques mèches basses, un rachat. Si ça part fort, ouais, ça valide une continuation. Ça peut aussi corriger fort sous les 11,40 environ. Ça peut baisser, mais je pense que ça repartira. Donc éventuellement, ce qu'on peut voir, c'est si on a une grosse poussée avec des volumes par là, on pourra jouer à court terme les 14,50. Sinon, si on consolide gentiment et qu'on revient là vers les 11 ou en dessous des 11, on a des chances aussi de repartir sur Walix, qui a donné des gros signaux positifs dernièrement techniquement, donc plutôt positif aussi à voir ce qu'elle va faire ces prochains jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.